Je vais inviter les différents participants à cette table ronde que je remercie bien chaleureusement. Donc on s'est rendu compte finalement lors de ces journées et au-delà des réalités auxquelles on est chacun confronté au quotidien, de l'été qu'on vient de vivre et de la diversité dans les régions des différentes situations, avec, on l'a dit au début, une prise de conscience assez globale d'un certain nombre de choses et en même temps parfois un déni de ces réalités ou en tout cas la volonté de le détourner par peur peut-être, mais également par rapport à des questions d'intérêt économique ou de sauf qui peut, il faut que quand même que j'arrive à continuer à vivre d'une manière ou d'une autre. Et donc une diversité de réactions qui, malgré tout, nécessite d'être prise en considération dans une logique où, ça a été dit à différentes reprises hier, on se trouve dans une situation où on va devoir continuer à vivre et à être bien avec moins d'eau. Avec moins d'eau, et cela pas forcément dans 100 ans. Peut-être quand on aura 5, 10 ans de plus, ou tout au moins, dès l'année prochaine, peut-être rebondir sur la réalité qu'on a vécue cette année, cet été, pour réagir et engager réellement des actions de résilience et de sobriété. Des gros mots qui sont appropriés à l'échelle internationale, à l'échelle européenne, nationale, par les politiques, par les acteurs des territoires, à l'échelle au niveau des gestionnaires, au niveau des techniciens, mais aussi des citoyens. Et donc, il s'agit dans cette table ronde de se demander finalement comment s'engager face à des réalités complètement incertaines, si je puis dire, comment faire intégrer ces incertitudes dans des processus de résilience, dans des plans d'aménagement des territoires, dans des politiques publiques à l'échelle européenne, comme à l'échelle locale, on va le voir. Et donc, pour discuter de tout cela, on a la chance d'avoir Christophe Cassou, que vous connaissez probablement tous, qui est donc directeur de recherche au CNRS et qui a participé et participe en tant que climatologue notamment au rapport du GIEC et à éclairer les débats, notamment dans les réseaux sociaux, en essayant d'apporter justement des données plus robustes que pour justement essayer de faire avancer les choses et venir en appui à la décision, et on va en parler. Françoise Goulard, qui est en charge directrice de la recherche et de l'innovation à la régie eau de la métropole de Bordeaux, et qui va justement nous apporter comment finalement, à l'échelle d'un territoire, par rapport à un service essentiel dont on a vu la priorité pour la distribution, la production et la distribution d'eau potable, donc comment, au regard de ces réalités-là, un service public peut perdurer, se maintenir et se développer compte tenu du développement d'un territoire. Et puis on va changer d'échelle avec Bertrand Vallet qui arrive de l'Europe et qui est chef officer, comme on dit, officier voilà, à la direction générale de la recherche, hein, c'est ça, à l'Union européenne, et qui a été particulièrement impliqué notamment dans le plan résilience, et dont il va nous partager finalement les enjeux à l'échelle européenne et discuter du coup avec Benjamin Lopez de Water for All, qui en est le secrétaire général, comment dans cette interface sciences et politique publique, à partir d'exemples de pays européens, on peut mettre en place un certain nombre d'actions, à la fois de recherche, mais de politique publique dans le domaine de l'eau. Et donc, juste mentionner que c'est avec Water for All qu'on a envisagé ce programme, cette table ronde, qui vient complètement dans la continuité de la réflexion que nous avons engagée lors de la journée nationale eau,
du 13 mars dernier, et qui visait à s'appuyer finalement sur ces enjeux de dialogue entre la science et la société, de s'accorder et créer des consortiums pour répondre ensemble à des enjeux relatifs à l'eau et la santé, notamment pour répondre au prochain appel qui va sortir à l'échelle européenne, et voir comment les communautés françaises sont en capacité à se mobiliser, à créer des consortiums en dialogue avec nos partenaires européens pour ensemble être plus forts et proposer des projets de recherche et des actions et faire évoluer finalement la politique de la recherche dans le domaine de l'eau à l'échelle européenne pour répondre aux enjeux qui sont les nôtres. Et là, le programme One Water a toute sa place et est reconnu en tant que tel. Je vais commencer tout de suite avec Christophe. Donc, Christophe, est-ce que tu peux... Alors, on a vu ce qui s'est passé aujourd'hui, cet été. Mais ce qui nous paraît important, c'est de mieux comprendre les trajectoires. Les trajectoires par rapport à ce qui se passe dans les phénomènes extrêmes qu'on peut rencontrer, les dérèglements climatiques et surtout leurs impacts sur l'eau. L'eau qu'on va considérer comme ressource dans certains cas, mais comme service dans d'autres, ou comme voilà. Et donc, ça nous paraît important d'avoir ta vision pour mieux comprendre finalement ce vers quoi on va aller et comment on fait avec ça pour déployer des actions pour s'adapter, être plus résilient et plus sobre. Merci pour l'invitation d'abord et merci pour cette question. Alors, vers où nous dirigeons-nous? Alors à l'échelle globale, l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré est inatteignable. Donc maintenant, c'est dit de manière claire. On s'en va vers plutôt, si on suit le scénario tendanciel des émissions actuelles et des politiques publiques qui sont sur la table, vers 2 degrés à l'échelle monde vers 2050 et vers 3 degrés à l'échelle monde vers 2100. Tout ça est traduit en régional, on va dire, traduit sur la France. Donc Hervé de Ville en a un petit peu parlé hier avec cette relation entre les niveaux de réchauffement globaux et les niveaux de réchauffement régionaux, où donc à l'échéance 2 degrés vers 2050, on est plutôt à 2,7 degrés sur la France et plutôt 4 degrés à la fin du siècle. Donc c'est ce qu'on appelle la TRAC, la trajectoire référence d'adaptation au changement climatique, qui a été portée par le ministère de l'Environnement, de l'écologie et de l'environnement pour assurer un cadre cohérent dans les politiques d'adaptation au changement climatique. Donc cette TRAC, cette trajectoire donc décline les différents paramètres géophysiques, donc température, précipitation, les moyennes, les extrêmes, la distribution des possibles, avec quand même un trou dans la raquette qui est celui de la variabilité interne. Hervé l'a mentionné précédemment, et c'est absolument important de considérer cette variabilité interne. Donc cette variabilité interne, ça correspond au phénomène intrinsèque au système climatique qui est chaotique et qui développe tout seul ces fluctuations à toutes les échelles de temps, donc de l'échelle météo à l'échelle décennale. Et le poids de cette variabilité interne, et en particulier pour l'eau, est extrêmement important sur la France, dans la mesure où les signaux de variabilité interne peuvent largement masquer ou amplifier les signaux liés au forçage anthropique. Et donc pour des échéances de temps courtes, alors courtes dans le jargon GIEC, c'est avant 2040, donc les 2 prochaines décennies on va dire, si on ne considère pas cette variabilité interne, en fait on rate la cible. Parce que elle va moduler très fortement ce que l'influence humaine sur le climat. Et la France n'a pas trop de chance parce qu'elle est en fait dans un peu de gradient climatique, avec un climat plutôt méditerranéen dans le sud, plutôt tempéré, de tempête dans le nord, et on ne sait pas où dans un futur proche où se situera cette limite climatique. Donc on doit faire avec cette incertitude. Alors moi j'aime pas trop l'appeler comme incertitude, c'est plutôt une certitude. En fait, il est certain que la variabilité interne va moduler le climat. Donc ne pas la considérer, parce qu'on considère qu'on ne connaît pas sa temporalité, mais on est certain de son occurrence,
en fait, conduit à une forme de maladaptation ou de mauvaise stratégie. Donc, dans cette track, il faudrait considérer cette variabilité interne, et j'ai un petit aussi souci, ou en tout cas concerne en anglais, enfin voilà, souci sur le fait que la track soit liée également à des niveaux de réchauffement, à des temporalités. C'est-à-dire qu'on a dit que le seuil de 2,7 degrés, c'était autour de 2050, le seuil de 4 degrés vers 2100. Et en fait, non, ça peut arriver beaucoup plus vite. Le 4 degrés peut être plus tôt. Donc il y a 3 seuils dans la track, 2 degrés, 2,7, 4 degrés. Le 2 degrés, c'était vers 2030 et on l'a déjà dépassé. Donc du coup, alors on l'a déjà dépassé pour des questions de variabilité interne ou qui amplifie le signal forcé ou pas, mais voilà. Donc attention, voilà, attention à considérer. C'est un outil qui est très intéressant, mais attention à bien l'intégrer. Et juste pour revenir sur cette variabilité interne aussi, comme elle domine le signal forcé, extrapoler les tendances passées est gage d'impréparation. Parce que dans les tendances passées, il y a de la variabilité interne. Et donc, on n'a pas vécu uniquement l'influence humaine sur le climat, on a vécu aussi de la variabilité interne. Donc, il y a vraiment un défi d'inclure cette variabilité interne dans les actions d'adaptation. Donc ça, c'est pour la moyenne, et puis je finis juste sur les extrêmes, puisque tu parlais des... Alors, des extrêmes, donc on a aussi des certitudes, hein. On a la certitude que les extrêmes vont augmenter, et on le voit déjà. Ce signal, il émerge sur la France, alors de manière, c'est difficile à le quantifier ou avoir une forme de niveau de confiance suffisant quand on parle à des statisticiens ou des mathématiciens sur les données de précipitation extrême en tant que telles, puisqu'en fait c'est très compliqué, la précipitation tombe de manière très disparate, hein, sur les territoires, donc il y a un maillage de mesures qui doivent être importants pour avoir une estimation robuste de ces changements. Mais on le voit de manière indirecte. Je vous donne juste un exemple qui pour moi m'a frappé, qui est très intéressant, enfin que je trouve très intéressant, c'est à Paris. Les assureurs qui ont fait en fait une cartographie des types de sinistres qu'il y avait eu depuis que Paris métropole. Donc il n'y a pas trop changé en termes d'artificialisation des sols entre les quelques dernières décennies, les 4 ou 5 dernières décennies. Donc on est à un niveau conscient d'artificialisation des sols et donc d'exposition, on va dire. Donc ils ont cartographié les différents types de sinistres et dans les années 70-80, les sinistres étaient la majorité des sinistres étaient essentiellement liés à des inondations fluviales ou des nappes. Et depuis une quinzaine d'années, la majorité des sinistres sont dus au ruissellement. Donc comme l'artificialisation est la même, en fait ce qui change, c'est la manière dont tombe l'eau, quoi. Et donc on a une indication indirecte que ces précipitations extrêmes qui tombent rapidement, qui tombent de manière isolée, sont en train de changer, même si on n'a pas la mesure ou la granularité géographique nécessaire pour l'estimer. Donc ça, c'est des formes de certitude que l'on a et qu'il faut intégrer. Voilà, donc juste un dernier aspect pour finir et sur cette notion d'intégrer ce climat qui change dans les extrêmes, et en particulier dans le design d'infrastructures ou de stratégies d'adaptation. Il y a un concept qui est souvent utilisé, c'est le temps de retour. Et on voit que ce temps de retour aujourd'hui, c'est compliqué de s'appuyer dessus, alors que c'est quelque chose qui est classique chez les géographes, dans l'aménagement du territoire, parce que ces temps de retour, ils évoluent très vite. Une crue ou une précipitation extrême qui était centennale, elle est aujourd'hui cinquantennale, voire trentennale. Une canicule qui était centennale est aujourd'hui au mieux décennale, quoi. Et donc on a une forme d'inertie dans la manière dont cette information-là est utilisée par les acteurs. Et ça, il faudrait vraiment intégrer ces temps de retour dynamiques, si c'est cette métrique-là qui va être utilisée pour s'assurer que les stratégies d'adaptation ne ratent pas la cible, quoi. Alors, justement, ces données-là, ces données, comment elles sont utilisées, transformées, accessibles, partagées pour venir en appui à la décision? Alors
Alors, elles sont accessibles par des portails, hein, donc le portail DRIAS, le portail Explore 2, mais il y a une réflexion qui est forte aujourd'hui dans la communauté sur la notion de service climatique, c'est-à-dire d'accompagner les acteurs dans la compréhension de ces données, dans le bon usage de ces données. Je prends un exemple dans lequel je suis fortement impliqué actuellement. Je travaille avec l'Institut Paris Région, et donc on co-construit ensemble leur stratégie en essayant d'inclure la variabilité interne. Parce que c'est essentiel, autrement on rate quelque chose. Et donc on voit que bon, ça prend du temps, il y a une forme d'acculturation, d'apprentissage. Donc il y a ce besoin-là. On parlait, il y a eu une restitution de gouvernance, de PC gouvernance. Il y avait une notion de médiation. Voilà, il y a ce travail-là qui doit être fait aujourd'hui. Ces métiers-là qui sont à créer et qui sont extrêmement importants. Donc il y a le programme, le PEPR Trax, qui travaille là-dessus. Et donc il y a aujourd'hui cette demande qui est importante. Merci. Donc ça, cette médiation, c'est aussi un des rôles finalement de Water for All à une échelle européenne, mais justement de favoriser ce dialogue entre les parties prenantes, pour être assez large finalement dans la façon de parler de ces acteurs, dans les territoires à différentes échelles, et les scientifiques, pour justement essayer de mieux comprendre un certain nombre de phénomènes. Donc tu peux partager. Le Water for All, c'est donc un partenariat européen qui regroupe à la fois des agences de financement de la recherche, des organismes de recherche, des parties prenantes des ministères, des régulateurs. Nous avons des réseaux issus du monde économique aussi, dans le but de développer de la recherche au niveau européen et de développer ensemble cette recherche et de créer du dialogue entre les différentes communautés, de leur fournir les moyens de développer de la recherche via des appels à projets, mais aussi nous menons des activités additionnelles dont l'objectif général est de transférer l'ensemble des résultats de la recherche vers les utilisateurs finaux. Ces utilisateurs finaux, ils sont multiples. On a les citoyens, bien entendu. Comment on communique avec les citoyens? On a ceux qui font la réglementation. Nous avons le monde économique. Et nous avons, dans Water for All, l'opportunité d'accompagner les équipes de recherche que nous finançons. Et nous les accompagnons pour mieux communiquer, mieux transférer tous ces résultats issus de la recherche vers les utilisateurs finaux. Pour revenir sur la donnée, je pense que la donnée, j'en suis intimement convaincu, c'est le terreau de tout ce dialogue, en fait. On parle de changement global. Changement global, ça veut dire que c'est la globalité en termes d'échelle spatiale, c'est global en termes de temps, mais c'est global en termes de cibles impactées ou potentiellement impactées. C'est-à-dire, si on parle de milieux aquatiques, ce sont tous les milieux aquatiques, mais c'est aussi la société, c'est la santé, etc., etc. Donc l'ambition de Water for All, c'est d'arriver à faire communiquer et à briser les silos. On a beaucoup entendu ça lors de ces journées One Water. Donc à fédérer les communautés issues d'horizons différents, d'horizons thématiques différents, et de faire en sorte que ces communautés aussi puissent communiquer avec la société, les régulateurs, etc. Si on arrive à faire en sorte que les données qui sont produites par l'ensemble de ces communautés sont facilement accessibles, interopérables, échangeables, et que les communautés commencent à discuter ensemble, puissent confronter leurs données, en faire une analyse commune, à les croiser, etc., on aura fait une partie du chemin. Et je pense que le partage de la donnée est un catalyseur vraiment essentiel de la collaboration entre les communautés. Et donc on a dans Water for All, et finalement on a le miroir dans One Water avec le PC8, des actions fortes sur le principe de fédérisation de la donnée, de rendre cette donnée accessible, interopérable, et notamment toutes les données issues de la recherche, parce que je reste convaincu que c'est vraiment le lieu de rencontre
et de création d'une plus-value scientifique forte lorsqu'on sera en capacité de les croiser dans différentes communautés. Alors justement, Françoise, à l'échelle locale, vous êtes amenée à utiliser un certain nombre de données scientifiques. Comment elles vous arrivent, comment elles sont croisées avec celles que vous produisez, et finalement comment elles viennent vous aider à faire évoluer différentes stratégies. Alors, en fait, c'est un peu original puisque la Régie de l'eau Bordeaux Métropole dispose d'une direction que je pilote qui s'appelle une direction recherche, innovation et transition écologique. Donc une petite équipe pluridisciplinaire d'ingénieurs et de docteurs qui font de la science et qui collaborent aussi avec les scientifiques. Donc nous, on en produit de la donnée scientifique et on a accès aussi à cette donnée scientifique. Et on est très en lien avec les opérationnels, les exploitants qui ont, eux, des questions très opérationnelles, très concrètes. Donc on fait vraiment ce lien entre science et opérationnel. Et la régie a décidé d'internaliser cette mission. Donc on a accès à ces données. Et notre mission, c'est aussi d'acculturer nos collègues à cette culture scientifique. Et quelque chose d'important à dire aujourd'hui, c'est aussi de dire que toutes les décisions doivent être éclairées par de la science, surtout quand on parle d'anticipation. Mais ça veut dire qu'on n'a pas forcément les éléments pour décider aujourd'hui. Donc, négocier avec les exploitants pour dire on aura un livrable dans 3 ans, c'est assez compliqué. Donc, vous imaginez un programme sur 10 ans tel que le vôtre, c'est aussi très ambitieux en fait. Et donc, on doit quand même décider en incertitude, qui est de plus en plus complexe en fait. Et donc, nous, on est là pour essayer de récupérer la science telle qu'elle est aujourd'hui, avoir accès aux données, ça c'est très important, et être en capacité de les analyser pour éclairer la décision. Mais donc, vous essayez justement d'intégrer, pour avoir des données robustes, vous êtes certain de la nécessité d'intégrer les incertitudes dans les données? Alors, oui, c'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est que nos exploitants, les opérationnels, ils voudraient une réponse très claire. Et on leur donne plutôt des fourchettes, on leur donne du pourcentage. Et en fait, c'est assez compliqué, en fait, ce dialogue entre des élus, parce que j'ai oublié de dire qu'il y avait aussi les élus dans la boucle qui n'aiment pas la certitude. Décider en période d'incertitude, c'est très compliqué. Mais nous, c'est dans notre mission. On a cette culture scientifique, on sait ces difficultés. Et donc, on essaie de convaincre. On a un projet de recherche qui s'appelle Erika, où on doit appliquer une méthode qui s'appelle la prise de décision en incertitude profonde. Donc, on va vraiment intégrer ces problématiques et essayer de convaincre les élus, les membres du comité de direction, les opérationnels, les usagers, d'aller dans cette direction, en fait, pour se préparer au mieux à quelque chose où on ne serait plus efficace, mais on serait robuste. Peut-être tu veux réagir, Christophe, sur justement comment finalement les données qui sont produites sont reçues et des incompréhensions que ça peut susciter. Je rebondis vraiment sur ce que tu dis, c'est la notion d'efficacité et de robustesse. En présence d'incertitudes profondes, la robustesse, c'est vraiment une nouvelle stratégie qu'il faut mettre en place. Les grands groupes industriels sont en train, ou en tout cas ceux avec qui j'ai vraiment discuté, des grands groupes industriels énergétiques en particulier, sont en train de shifter de paradigme, de l'efficacité vers la robustesse en fait, en présence d'incertitudes profondes. Comment sont reçues les données? Ça dépend les milieux, ça dépend qui, ça dépend voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un décalage ou une différence forte entre, si on prend les politiques, entre les représentants nationaux et les représentants territoriaux, où les données sont beaucoup mieux reçues ou beaucoup mieux intégrées, ou en tout cas il y a la volonté d'en faire quelque chose.
au mieux, hein, pour se préparer à ce changement climatique et pour essayer aussi d'atténuer. Au niveau national, au niveau de l'Assemblée, par exemple, au niveau du Sénat, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que il y a d'autres dimensions qui interviennent, et en particulier des dimensions donc politiques, donc des questions de valeurs, des questions d'héritage politique, des verrouillages multiples qui sont là. Donc, je pense pas qu'il y ait un déficit de connaissances aujourd'hui chez les politiques. Je pense qu'il faut arrêter avec ce modèle-là. Le modèle déficit n'est plus d'actualité. Il y a voilà, si les décisions ne sont pas balayent les faits scientifiques, elles les balayent en connaissance et en conscience. Et ça, c'est vraiment important. Alors, quand on a dit ça, il y a quand même, j'ai l'impression, il y a quand même toujours un déni de gravité, un déni de vulnérabilité. Cette illusion de que on pourra s'adapter à ce climat qui change, cette illusion qui commence à être bien attaquée avec les coûts climatiques que l'on a. Mais il y a aussi cette idée de pouvoir négocier avec les données climatiques, avec le climat, hein, comme on négocie, comme la différence entre les lois naturelles et puis les lois humaines, les lois économiques. Donc comme si les lois naturelles étaient sur le même niveau que les lois économiques. Donc dans ce cadre-là, je pense qu'on a un défi, nous communautés scientifiques, hein, on a plusieurs défis. On a un défi de communication sur l'efficacité des leviers d'action pour limiter le réchauffement climatique, parce qu'on est dans un cas de désinformation qui attaque ces leviers d'action. On a un défi de communication sur le fait que l'adaptation a des limites dures, et que donc le succès de l'adaptation dépend du succès de l'atténuation, puisqu'on ne pourra pas s'adapter à des climats très très élevés. Et on a un souci de communication aussi en termes sur les dimensions justice climatique et équité, dans la mesure où il y a quand même un contexte aujourd'hui qui tend à balayer cette dimension-là, ou à faire que, par exemple, les leviers d'action sont très souvent généralisés, comme si tout le monde devait s'engager ou devait adopter certaines pratiques ou adopter certains modes de vie, alors qu'il y a des verrouillages, voilà. Donc c'est absolument important d'avoir cette communication différenciée sur les capacités d'agir, sur les niveaux de responsabilité aussi, l'ensemble faisant que la donnée scientifique ou le fait scientifique sera mieux reçu. Et puis le dernier point sur la position aussi de la communauté scientifique qui est très compliqué aujourd'hui, c'est le contexte de désinformation, où les faits scientifiques sont tellement clairs en fait que ils dérangent, et donc du coup une stratégie c'est d'attaquer le messager, puisqu'on peut plus attaquer le message, quoi. Et donc je pense qu'il y a une réflexion à avoir de manière collective au sein de notre communauté, avec les instituts, avec les chercheurs aussi, sur comment s'inscrire dans ce contexte de désinformation qui est extrêmement puissant et qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas faire abstraction de ce contexte-là. Les méthodes d'avant, il y a quelques années, même 4-5 ans, ne marchent plus. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Donc il y a d'autres vecteurs de communication, d'autres moyens de communication qu'il faut inventer, qu'il faut pousser. Avec, on en a discuté un petit peu dans un atelier, avec pour moi une aide précieuse auprès de la communauté des journalistes, qui sont pas nos ennemis, mais qui sont plutôt nos amis, enfin, à part certains. Voilà, donc s'appuyer en fait sur ces relais qui peuvent nous aider. Alors ça implique du temps de formation, du temps d'inculturation à ces enjeux-là. Et alors juste une minute sur une initiative où on essaye justement de montrer, de donner une visibilité à cette recherche. Mais c'est le journal de la météo et du climat, et avec un jour bien précis qui est normalement le jeudi, le journal de l'eau, la météo de l'eau, ça s'appelle. Où en fait, une fois par semaine, les enjeux liés à l'eau, donc en termes de ressources, de qualité, d'usage, voilà, vont être exposés sous cette forme-là. Et le choix de créer ce journal de l'eau, il est pas sorti du chapeau du magicien. C'est l'analyse en fait des différentes questions que l'on a eues, qu'on a reçues dans le journal de la météo et du climat depuis. Donc maintenant, ça fait 2 ans. Donc c'est la première année où il y avait donc les spectateurs peuvent poser des questions, et 50% des questions, la moitié, étaient sur l'eau.
et pas sur le reste, hein. Vraiment sur l'eau. Donc il y a ce besoin, il y a cette nécessité de communication et de porter les faits et que la communauté de recherche soit visible et de faire aussi la différence entre, ça permet de faire la différence entre des experts et des chercheurs aussi. On est dans un moment qui est très compliqué où en fait il y a une confusion entre les deux. L'expert n'est pas un chercheur et essayer de lutter contre ces experts tautologues qui s'expriment sur tout et qui ont un avis sur tout, sur les faits scientifiques, alors que la recherche amène des nuances et des informations qui sont robustes pour les acteurs. Merci. Ça, je pense que c'est au sein du programme One Water un chantier qui a commencé à être initié lors d'un atelier hier et qui montre justement la nécessité de structurer et de proposer des actions. Et je crois que c'est une des orientations sur un chantier sur lequel on va travailler au niveau du programme. Mais du coup, je reviens à l'échelle européenne, vu la diversité des connaissances existantes, et encore plus à l'échelle européenne et internationale. Comment est-ce que elles ont été prises en considération dans un contexte de changement global, avec ces incertitudes, les intérêts, on voit bien, très divergents d'un État à un autre au regard de leur diversité de problématiques, quant à la ressource, quant au dérèglement climatique, etc. Et comment, dans un plan global de résilience, vous avez réussi à prendre en compte ces singularités pour que derrière, ça puisse être suivi des faits. Alors, bonjour à tous. Alors sur l'intégration, je pense que l'intégration elle se fait sur la justification de la stratégie, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des signaux qui viennent des projets de recherche, on suit nos projets de recherche, on a une étude en ce moment qui est dédiée à la résilience de l'eau parce que donc on va dire la réponse à ça a été que on voit bien que au niveau européen, et c'est généralisé dans tous les pays, on a une pression sur la ressource en eau. On a nos signaux de rapportage de la DCE qui nous montrent que les masses d'eau sont dans un état qui ne progresse pas. Donc il faut bien qu'on autant en quantité qu'en qualité, et on a un effet des changements climatiques qui sont renseignés par la science, par la recherche sur, comme disait Christophe, une augmentation des événements de sécheresse, d'inondation. On voit les effets sur les nappes. Donc tous ces signaux-là font que si on veut continuer à mettre en place l'objectif de l'Union européenne, qui est d'avoir quand même au niveau... alors on peut discuter ça, hein, c'est d'avoir une économie qui est, elle, résiliente et qui continue d'avoir une compétitivité au niveau international, on a un problème avec l'eau. On ne va pas construire des gigafactories, des data centers partout, si on n'a pas une eau qui est disponible. Donc il faut rationaliser et prendre des mesures sur comment est-ce que on gère cette ressource. Et du coup, ça a abouti, après plusieurs cycles de discussion, à une stratégie qui est sortie au mois de juin et qui a alors 3 objectifs. Le premier, qui est pour nous le plus crucial et le fondement pour les autres, c'est de restaurer et de protéger le cycle de l'eau. Donc avec des mesures qui sont qui sont réparties. On va partir sur les objectifs d'abord, et après j'expliquerai un peu les mesures. Et le deuxième dans cette histoire de compétitivité, c'est avoir une industrie qui prend conscience de son impact sur l'eau et qui est capable d'avoir une réflexion intelligente par rapport à son usage de l'eau. Alors on a un très beau mot en anglais qui est Water Smart Economy, qui se traduit très mal en français, mais c'est ça l'objectif, c'est arriver à donner des clés pour pouvoir partir vers cette économie-là qui va intégrer l'eau dans son raisonnement et son développement.
Et puis, on est quand même inscrit avec l'Union européenne dans les Nations Unies et l'objectif d'avoir un accès à l'eau et des objectifs de développement durable qui donnent de l'eau à tout le monde et à un prix abordable. Donc ça, c'est le troisième objectif. Et pour réaliser ces objectifs, on a identifié 5 éléments. Donc la gouvernance, et qui sont très en résonance avec tout ce qui a été dit depuis. Alors moi je suis là que depuis hier après-midi, mais de ce que j'ai compris du rapportage de ce matin, c'est pour ça que c'est très intéressant de voir ça. On coche beaucoup de cases. Enfin, One Water coche beaucoup de cases sur ça, et d'où l'intérêt de regarder comment est-ce qu'on dérive au niveau territorial. Donc il y a les aspects de gouvernance, il y a les aspects de financement, où là on a un engagement de la Banque européenne d'investissement pour avoir 15 milliards investis entre 2025 et 2027. Alors c'est à l'échelle européenne, c'est pas beaucoup, mais ça a pour objectif de aussi rationaliser les investissements là-dessus. On a un plan sur le numérique, et on revient sur les données et comment est-ce qu'on est capable de, au-delà de la France, au niveau européen, d'avoir ce même niveau d'information et de pouvoir partager et tirer des conclusions là-dessus. Et puis, on a une stratégie recherche et innovation qui doit être développée pour permettre d'anticiper et d'avoir une robustesse dont on parlait sur les enjeux de l'eau. Et puis, le dernier point, c'est la préparation et les enjeux de sécurité. Donc, on a des enjeux de sécurité locales qui sont liés aux inondations, à la sécheresse, mais on a aussi des enjeux au niveau européen liés à la migration. On a une guerre en Ukraine qui est à nos portes, pour laquelle l'eau joue un rôle important. On a un bassin au niveau de la mer Baltique qui est très important aussi stratégiquement, où là, les problèmes d'eau sont aussi importants. Donc on a cet aspect international qui vient rentrer dans la stratégie et qui fait écho aussi à ce que Christophe disait par rapport à la justesse. Comment est-ce qu'on on se positionne par rapport à qui doit payer, pourquoi, l'historique des émissions, enfin tout cette réflexion-là qui rentre en jeu. Donc toute cette stratégie-là est basée sur les travaux, les travaux de recherche. Nous, ce qu'on essaye de faire, comme je disais, il y a une étude en ce moment qui regarde sur les résultats des projets de recherche européens pour faire remonter les besoins. Et puis, on a, donc, dans ces aspects-là, il y a les aspects Copernicus, donc on parlait de One Water Vision. Il y a les aspects de données, de gestion des données. Il y a les aspects technologiques, comment est-ce qu'on va traiter de l'eau. On parlait de recharge de nappes. On est sur les gestions des eaux souterraines. La limitation des intrusions d'eau saline pour garder une pérennité. Donc, on a tous ces aspects-là qui sont en train d'être revus et qui vont donner une direction sur la recherche, et on va faire en sorte qu'il y ait des possibilités de consultation. Donc, certainement qu'on vous tiendra au courant de ces étapes-là pour que on puisse avoir le retour de la communauté scientifique française. Merci, mais justement, Water for All joue un rôle important dans le relais, et dans le relais vers les scientifiques et vers la communauté française. En plus, on a la chance que ce soit dirigé par quelqu'un qui est en France et même impliqué dans One Water. Donc, à l'échelle européenne, à l'échelle de l'initiative, du partnership, comment les choses s'organisent compte tenu de la diversité des intérêts européens, des pays. C'est effectivement un des rôles un des bénéfices de ce type de partenariat, c'est la capacité d'être le relais de ces stratégies européennes et le relais dans
l'ensemble du partnership qui regroupe aujourd'hui 33 pays, dont 22 issus des États membres européens et 11 à l'international. Donc il y a ce type de stratégie vient irriguer notre agenda stratégique et scientifique, et Water for All, en ce sens, contribue à la mise en œuvre et au déploiement dans les communautés de recherche de la stratégie élaborée au niveau européen. Alors aujourd'hui, il y a la stratégie résilience eau, mais il y a d'autres plans, d'autres missions, Water Ocean pour 2030 et les plans d'adaptation au changement climatique, etc. Donc tout ça vient irriguer notre agenda stratégique, et les sujets de nos appels à projets vont s'inspirer, ou en tout cas prennent alors là pour le coup très concrètement le relais du déploiement de cette stratégie, en mettant à disposition des financements pour que des communautés européennes scientifiques s'organisent pour répondre à ce type de questions. Parler de la Water Smart Economy, nous avons lancé en 2023 un appel à projet eau dans l'économie circulaire, qui est en cours d'évaluation, où nous attendons presque 30 projets de communautés scientifiques européennes qui vont travailler sur ces questions. Tu l'as évoqué en introduction, nous allons lancer le 12 septembre l'appel à projet eau et santé. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous conseille d'être attentifs à la sortie de cet appel à projet, dont l'ambition est bien de faire travailler les communautés issus du domaine de l'eau et de la santé ensemble pour adresser cette problématique du lien eau et santé, l'eau en tant que vecteur de potentielles problématiques de santé de tous ordres. Et dans ce sens, on s'inscrit dans la stratégie, notamment sur l'objectif de fournir de l'eau disponible à la population, etc., etc. Donc oui, Water for All est un vrai relais de ces grandes stratégies et de ces plans missions européennes. Alors, je sais que à l'échelle française, il n'y a pas seulement des équipes de recherche, mais aussi des acteurs comme des régions qui sont associés. Je ne sais pas si une régie de l'eau est en capacité à s'associer à un consortium, mais toujours est-il, elle est en capacité aussi à répondre à ces enjeux et aux différents plans européens, comment ça descend finalement à l'échelle locale dans des mises en œuvre assez pratiques finalement qui viennent répondre à ces enjeux globaux, tout en devant façonner les réponses au regard des singularités et des obligations de service dans la production d'eau potable, pour aussi répondre à cet accès à l'eau pour tous. Alors là, il y a deux niveaux. Il y a la collectivité, qui est Bordeaux Métropole, qui vient de publier son plan, donc pas une stratégie, mais un plan de résilience face au changement climatique, avec là aussi des axes qui concernent les ressources essentielles, et notamment l'eau, à la fois pour des mots-clés comme sobriété et réemploi, et puis donner accès à ces ressources essentielles, y compris en cas de crise. Donc à l'échelle de la métropole et à l'échelle de la régie, qui est un opérateur, l'opérateur pour la distribution d'eau potable et bientôt pour l'assainissement sur la métropole. Nous avons déjà des actions très concrètes de court terme, qui est un plan fuite, enfin contre les fuites sur nos infrastructures pour éviter le gaspillage de l'eau, et un plan assez ambitieux aussi d'économie d'eau auprès des usagers, quels qu'ils soient, hein, pas que les usagers domestiques. Donc économie d'eau, voilà, c'est notre pilier court terme sur la sobriété. Il faudra sans doute aller au-delà, mais en tout cas, dès aujourd'hui, on a des actions très concrètes dans ces deux domaines, hein, en interne par rapport aux fuites et à notre efficacité, et en externe auprès des usagers. Oui, parce que justement par rapport à ça, c'est aussi répondre, c'est engager un certain nombre de démarches, mais répondre à des risques de crise. À des risques de crise. Des risques de crise, et quels sont justement les risques pour votre territoire par rapport à ces enjeux-là?
Alors, le risque de crise, alors comme ça a été évoqué par Mélanie hier du SMEGREG, on est en Gironde quand même relativement préservé par un stock historique d'eau, et donc on n'est pas dans une situation de période d'étiage critique, on prélève dans des nappes profondes, mais par contre c'est un stock, on va dire, fini à l'échelle de nos générations, donc il faut y aller avec parcimonie. Donc c'est pas directement un lien avec le changement climatique, mais plutôt un lien indirect avec l'augmentation de la population et cette eau, on va dire, de confort en été. Et donc nous, on est plus avec une problématique de pointe, c'est-à-dire comme un juin 2022 où c'est compliqué de donner partout sur la métropole de l'eau en quantité avec une pression suffisante. Voilà, c'est plus ça. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est risque sanitaire avec les nouvelles préoccupations, on va dire de polluants émergents, mais aussi de réchauffement de l'eau dans nos canalisations. Donc voilà ce type de risque. Et face à ça, on a développé, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un projet de recherche qui s'appelle ERICA et qui essaye de mener de front toutes les menaces qui pourraient peser ou qui pèsent et qui pourraient peser sur notre système d'infrastructure et de distribution d'eau, pour pouvoir dire que il n'y a pas que le changement climatique, il peut y avoir aussi l'élévation du prix de l'énergie, des matières premières, l'augmentation de la population, et puis des chocs. Hein, ça, ce sont plutôt des stress de long terme, on va dire, mais aussi des chocs comme une cyberattaque. Et comment on continue dans ces cas-là, avec toutes ces menaces, à pouvoir distribuer de l'eau sanitairement correcte, en quantité suffisante pour tous les habitants et avec une pression suffisante au robinet. Donc des vrais challenges sur le long terme. On a identifié ces menaces et maintenant c'est à nous de mettre en place des trajectoires, des plans d'action robustes pour pouvoir répondre à ça. Benoît, peut-être... Benjamin. Pardon, j'ai des problèmes avec des prénoms. Donc Benjamin, peut-être toi sur ton regard sur parfois des points de bascule qu'on peut avoir sur des situations de crise, des risques surtout, auxquels les territoires peuvent être confrontés. Tu avais des choses à dire là-dessus. C'est vrai qu'en tant que scientifique, on a tendance à vouloir tracer des trajectoires, des tendances, des orientations et de travailler par anticipation. Et on communique, il me semble, beaucoup sur l'adaptation par anticipation de potentiels désordres entachés de beaucoup d'incertitudes ou de certitudes qui sont incertains. Bon, ça c'est difficile à faire passer. Et j'ai l'impression que le changement, la société, elle change par crise, en fait. Elle réagit à des crises. Et elle est plus en gestion de crise. Et là, on a, j'ai l'impression, un hiatus, en fait. Donc, est-ce que, dans la définition de nos indicateurs, il ne faudrait pas s'attacher à qualifier ces points de bascule qui constituent des murs, si je vais m'exprimer comme ça, à partir duquel, quand on est dans le mur, de toute façon, on n'a plus d'autre choix que de réagir. Donc ces points de bascule, ça peut être aussi. On a beaucoup parlé de la perte d'enneigement dans les massifs montagneux en France. Un point de bascule, c'est à partir de quand, à partir de quelle baisse de neige, je change le fonctionnement nival de tous mes hydrosystèmes qui sont dépendants. C'est-à-dire que je change totalement le fonctionnement, qui fait que toutes nos habitudes de vie en lien avec mon écosystème, et je sais que les hautes eaux étaient en été parce que ça correspondait à la fonte des neiges, etc. Donc ça, c'est le fonctionnement nival. À partir de quand, en fait, ça change totalement, et ça, on devra gérer cette crise-là puisque nos habitudes devront changer de fait. Ça peut être à partir de quel prélèvement mon intrusion saline devient irréversible sur mes aquifères côtiers. Qui feront que, de toute façon, il va falloir que je trouve une autre source. Je ne serai plus en capacité de continuer mes usages tels que je l'ai fait aujourd'hui. Alors, ce sont des réflexions qu'on a initiées dans le PC4 empreinte, en se disant peut-être que
vu le comportement de la société et vu l'ambition qui est la nôtre de faire changer les comportements, les usages et donc les usagers, et que ces usagers fonctionnant par crise, par gestion de crise et non forcément par anticipation, parlons crise en fait. Parlons crise, mais jusqu'à la définition de nos indicateurs et d'être en capacité de dire mon indicateur, je suis proche du mur, très proche du mur, dans le mur, au-delà du mur. Enfin, c'est dans ce sens-là qu'on a poursuivi les réflexions dans le PC4 empreinte notamment. Justement, la question jusqu'où on va, quels sont les risques, mais du coup, quels sont les processus de solidarité qu'on met en place ? Parce que ça suffit pas de dire on est dans le mur et on agit, mais il faut l'anticiper pour essayer de justement partager cette ressource. Et c'est bien aussi l'ambition des réflexions menées dans le cadre du programme. Qu'est-ce qu'on met en place ? Est-ce que c'est possible ? Comment c'est possible ? Comment on le fait ? Entre les différents usagers, entre les différents territoires, à différentes échelles, pour répondre à la fois aux besoins essentiels, aux besoins des territoires, au bien-être des populations par rapport à ça. Je ne sais pas si Christophe... Oui, de toute façon, on sait très bien que sans solidarité, on n'arrivera pas ni à atténuer, ni à s'adapter. Sur ces histoires la réflexion en crise est intéressante et il y a des exercices prospectifs qui peuvent être menés. Il y a celui qui a très bien marché, qui est Paris 50 degrés, où on sait qu'il va faire 50 degrés un jour à Paris au cours ça peut être l'année prochaine, puisque ce qu'on a montré vraiment dans le dernier rapport du GIEC, c'est qu'il y a des événements de signes noirs, des événements inédits avec des records de température battus de manière extraordinaire qui sont possibles même avec un niveau de réchauffement qui est 36 degrés aujourd'hui. Donc de se mettre en situation en fait pour voir les limites et puis pour essayer donc d'être évaluer aussi ce qu'on appelle les risques résiduels. C'est-à-dire que jusqu'à quel niveau on peut s'adapter et quel risque on a à la fin après ce niveau d'adaptation. Et il y a vraiment un défi d'adresser ces risques résiduels de manière vraiment publique, transparente, collective, puisqu'on parle d'insécurité, et puis vraiment démocratique, puisque ça touche vraiment la protection des biens et des personnes. Donc ces exercices-là peuvent être intéressants justement pour développer ces mécanismes de solidarité et puis pour remettre aussi, c'est un peu le titre de la table ronde, c'est la sobriété au centre. Puisque en fait la sobriété c'est vraiment un cadre de raisonnement qui est sans regret de toute façon et qui permet de repenser l'usage, mais de manière collective et de manière transformative. Parce qu'il y a beaucoup de confusion entre sobriété, économie d'eau. L'économie d'eau n'est pas forcément de la sobriété. Et donc ça, c'est important pour ces questions de risque et de solidarité. Je pense que solidarité et sobriété, vu que la sobriété est complètement transverse, en fait, doit être en fait le chapeau sous lequel il y a efficacité, etc. C'est solidarité et sobriété, pour moi, c'est deux faces d'une même pièce, en fait. Parce que cette sobriété, comment, vu qu'elle est transformative, comment on la gère de manière solidaire et de manière donc juste avec les différents acteurs, etc., etc. Justement, comment vous avez mis en place un certain nombre de choses au niveau de la régie par rapport à cela? Alors déjà, la régie, elle agit pas seule, elle agit sur un territoire et on l'a expliqué hier à l'échelle du SAGE nappe profonde, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Et là, petit aparté sur la gouvernance, c'est bien collectivement qu'on décide des volumes prélevables dans différentes nappes, avec des actions, des 3 axes dans ce SAGE nappe profonde, qui est les économies d'eau. Donc on parlait pas de sobriété à l'époque, mais d'abord commencer par quand même faire des économies d'eau, substituer des ressources fragiles vers des ressources plus abondantes ou moins fragiles localement, et puis parler du réemploi, de la réutilisation, voilà. Donc déjà à cette échelle globale du département, et puis à l'échelle locale de la régie, eh bien avec nos voisins, les syndicats voisins, on met en place de l'interconnexion.
en cas de défaillance. Ça, c'est un critère aussi. En fait, on parle assez peu de résilience, nous. On parle plutôt de risque de défaillance du service. Et donc, en cas de défaillance, soit de la régie, soit des syndicats voisins, donc de l'interconnexion, on peut se partager de l'eau, ou de la vente d'eau aussi, en cas de difficulté. Donc voilà, c'est plus nous à l'échelle non pas d'un bassin versant classique, mais plutôt à l'échelle de la Gironde et de cette gestion des nappes profondes. Et puis localement pour la distribution d'eau potable, des interconnexions, des ventes d'eau. Donc c'est aussi apprendre à une autre forme en fait de solidarité qui n'est pas juste le service pour le service, mais de faire aussi avec les voisins. Voilà. Et je crois qu'il y avait une réflexion sur justement ces enjeux locaux qui s'appuient sur une connaissance globale, une bonne intelligence une interconnaissance entre les acteurs, et donc ce lien local. Singularité, spécificité, enjeux globaux, questions de recherche. Alors sur le global, ce qu'on essaye de faire avec alors d'une manière générale sur les programmes de recherche, on essaie au maximum de couvrir différents pays pour qu'on ait différentes réalités et que la recherche qui est faite puisse bénéficier à plusieurs. On essaye aussi d'avoir localement, donc et ça avec Water for All, on fait ça beaucoup aussi, d'avoir des living labs qui sont locaux. On a aussi en lien Benjamin parlait de la mission eau et océan qui est par bassin, alors maritime, mais qui aussi essaye de mettre en place des réseaux, des communautés de pratiques qui permettent de relayer un certain nombre de résultats de recherche localement, d'essayer de les transférer de l'un à l'autre. On essaye d'avoir des continuités aussi au niveau des programmes de recherche. Alors ça, c'est plus compliqué parce que on peut pas garantir une certitude de transfert entre des projets qui sont très recherche vers des projets qui sont plus innovation, et d'avoir des cas d'études qui permettent d'avoir cette continuité, parce que le processus de sélection ne permet pas ça. Par contre, on a avec les Interreg ou avec le programme LIFE, qui sont pas gérés par ma direction, mais qui sont de pouvoir justifier de résultats de recherche précédents pour pouvoir avoir des financements sur des projets locaux. Donc il y a un certain nombre de systèmes. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est pouvoir développer. Alors on a une stratégie sur le startup and scale-up où là, on est plus sur une logique économique, mais où on veut essayer pour des solutions qui effectivement apportent technologiquement une solution locale, de pouvoir favoriser le développement de ces entreprises pour pouvoir offrir ces solutions-là à un plus grand nombre. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a au niveau recherche. Au niveau de la stratégie, ce qui est envisagé, parce que, comme je disais, le point de départ, c'est aussi la DCE et l'état des eaux, c'est de pouvoir accompagner les États membres au niveau de leur plan, et donc là, avec une déclinaison locale, puisque alors nous, c'est ce qu'on disait, on est surtout en interaction au niveau de la DG Environnement avec les ministères. Par contre, au niveau local, il y a ce travail-là. Et là, la nouveauté de la stratégie, c'est que on essaye de travailler aussi en synergie avec la DG Régio pour pouvoir ouvrir ce dialogue qui est normalement national avec un niveau plus régional pour repérer des régions qui ont des problématiques communes, qui ont des difficultés communes, on va dire, pour atteindre les objectifs de la directive, et de pouvoir réajuster les plans. Et donc ça, ce dialogue doit commencer avant la fin de l'année là, sur des États membres et des régions particulières. Et tout ça en étant en lien avec aussi
l'instrument économique qui est mis en place par la Banque européenne d'investissement, donc pour essayer de faire cette connexion-là au niveau financier aussi et permettre aux autorités locales de pouvoir utiliser ces financements qui sont en général compliqués je pense pour les collectivités locales d'aller directement à la Banque européenne d'investissement. Merci. Donc on voit bien finalement la diversité des acteurs, la diversité des enjeux, des échelles, et l'initiative Water for All joue un rôle important par rapport aux enjeux de recherche dans le domaine de l'eau pour répondre aux enjeux environnementaux, aux enjeux de société à travers différentes actions. Et voilà, peut-être pour terminer, si tu veux bien montrer cette continuité finalement de recherche d'enjeux scientifiques et d'enjeux pour l'avenir, et qu'on a cette chance d'avoir cette continuité finalement et de cette déclinaison avec le programme One Water au bien commun, de différentes actions qui sont conduites à l'échelle européenne pour que tous ensemble on y arrive, quoi. Oui, je crois que c'est vraiment le partage de cette ambition entre des programmes comme One Water ou Water for All, l'ambition de fédérer les communautés scientifiques d'horizons divers, de périmètres d'action divers, et de fédérer autour de la construction d'une alors c'est pas forcément une vision commune, mais en tout cas d'être en capacité de s'aligner sur l'objectif de produire de la donnée scientifique qui soit pertinente, utile, et de donner les moyens de communiquer cette donnée, ou en tout cas de transférer cette information scientifique pour faire en sorte que alors je pense qu'on partage tout ça, pour faire en sorte que les populations puissent continuer à vivre le mieux possible, le plus équitablement possible, et qu'elles puissent que les citoyens puissent avoir accès à l'eau, en fait, bien essentiel, vital. Pas besoin de le rappeler ici, mais je pense que dans un contexte aujourd'hui géopolitique qui est très instable, ce type de partenariat, mais que ce soit à l'échelle territoriale, nationale, européenne, internationale, il a quand même cette capacité à faire dialoguer des communautés différentes ensemble. Et dans ce sens-là, c'est quand même un exemple, voire même un gage de stabilité intercommunautaire. Alors, on est dans une communauté finalement de scientifiques. Ça, on n'embrasse pas malheureusement toute la société, mais néanmoins, pour moi, on a un vrai rôle aussi à jouer là-dessus. Donc ça, c'est le premier. Et l'autre qui est hyper important, je pense aussi, c'est l'éducation. Notre capacité à embarquer les jeunes. Dans Water for All, il y a des actions vers la jeunesse assez fortes. Tous les universitaires qui sont ici, c'est leur travail quotidien de travailler avec la jeunesse, et donc ça, c'est l'avenir. Et ça me semble absolument primordial. Les jeunes futurs scientifiques du domaine de l'eau, mais les futurs journalistes, les futurs politiques, c'est eux aussi qu'il faut former, enfin qu'il faut éduquer ou éclairer, ou avec lesquels il faut dialoguer. Peut-être on a aussi à apprendre de la société en tant que scientifique convaincu du domaine de l'eau. Donc je pense que pour moi, c'est fédérer les communautés, gage de stabilité intercommunautaire, et travailler avec la jeunesse. Ce sont des ambitions partagées par One Water et Water for All qui me paraissent essentielles. Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci pour les débats. Et on a encore un petit temps maintenant d'échange avant de conclure ces journées. Oui, merci beaucoup pour cette présentation, ces échanges. Quand on voit les questions de sobriété, de résilience et puis d'échelle, et par rapport aux différentes discussions qu'on a pu avoir depuis 2 jours, et puis
les retours qui sont faits quand on va sur les territoires et qu'on discute avec les acteurs, on voit en fait que souvent la rupture peut être limitée par ce qu'on appelle les mondes environnants, c'est-à-dire le fait qu'ils sont soumis à des règles du marché, à des réglementations françaises, européennes. Et on s'aperçoit notamment pour les acteurs agricoles que souvent ils mettent en point de blocage la capacité en fait de mettre en avant d'autres systèmes de culture, par exemple plus sobres, en eau, en intrants. Et donc je voulais demander en fait aux intervenants de la table ronde, notamment au niveau français et puis au niveau européen, comment faire pour que par exemple la prochaine PAC puisse accompagner des cultures plus sobres et donc avoir un levier supplémentaire dans les transitions territoriales. Question pas facile. Bon, alors, c'est gentil, merci pour la question. Non, c'est des questions qui sont effectivement très importantes. J'ai malheureusement pas de réponse. Je pense que on a un besoin de retransmettre ça. D'abord que ces cultures-là existent, c'est toujours compliqué avec la dimension économique des cultures, quel est le bénéfice, le coût investissement par rapport au retour que les agriculteurs peuvent faire. Il faut que la PAC soit capable de promouvoir ça. On est d'accord avec ça. Les collègues de la DG Agri sont très en tension. Il y a eu beaucoup de discussions au moment de l'établissement de la stratégie, parce que effectivement l'agriculture est un des secteurs qui met beaucoup de pression sur la ressource. On a eu on va dire la difficulté d'avoir un changement électoral aussi au milieu de la réflexion. Et ça a quand même beaucoup changé l'orientation. J'entendais aussi derrière des réflexions sur le fait qu'on avait beaucoup parlé de l'eau dans la table ronde par rapport à l'humain et pas au non-humain. La préservation du cycle de l'eau est présente dans la stratégie. C'est une stratégie. Donc c'est aussi, il faut regarder comment les actions vont être menées par après. Et je pense que au-delà de la PAC, on a, nous, la main que moi j'ai, elle est surtout sur la définition des projets de recherche et d'innovation, et de faire descendre les résultats de ces projets de recherche pour l'application. Donc, sur ce que moi je peux promettre, c'est que ces dimensions-là sont prises en compte dans la réflexion par rapport à la stratégie sur la recherche et l'innovation. Sur la PAC, je peux pas me prononcer là-dessus. Mon souhait, et je pense que le souhait d'une grande partie de la commission est celle-là. On a aussi, il ne faut pas être aveugle par rapport à ça, on a aussi un processus politique, législatif qui a beaucoup d'étapes et qui fait qu'il y a beaucoup d'arbitrage à faire au niveau politique, et où là, c'est un processus où il faut être vocal, quoi. Il faut dire les choses et il faut mobiliser les communautés par rapport à ça. Et on en revient sur la communication et sur le besoin de définir un message. Je pense que par rapport aux communautés, le choix, les communautés de l'agriculture, le choix des cultures, des assolements, merci. Elle est aussi, ça va être au niveau local. Ça va être au niveau local de quoi on a besoin, de pourquoi est-ce qu'on fait de l'agriculture. Si on exporte du maïs, c'est peut-être pas dans des régions qui sont très restrictives en eau. Moi, j'en sais rien. C'est pas mon domaine de compétence, donc.
Mais il y a certainement ces réflexions-là à faire. Et puis, il faut pas être ingénu non plus. On en discutait sur les empreintes de l'eau. Il y a des gens qui vont souffrir, quoi. Ça, c'est sûr qu'il faut. Et on est dans la solidarité à ce moment-là. Et il faut définir les gens qui souffrent. Il faut définir des outils qui vont leur permettre de moins souffrir ou d'accepter mieux le système qui peut-être devra leur être imposé. Ça, c'est, et dans ce cadre-là, la PAC est aussi là pour ça. Donc il y a des instruments régionaux qui permettent d'aider, de faire des investissements. Il y a aussi des volets locaux qui existent dans la PAC. Donc voilà. Je sais pas si. Merci. Des éléments de réponse, oui. Oui, je me permets d'apporter un témoignage qu'il y a plus de 15 ans, j'ai eu la chance de piloter un projet qui était financé par le LIFE, qui est une démonstration où justement on avait mis les agriculteurs dans une dynamique de réflexion, de dialogue, supportés, aidés par les scientifiques. Et on avait été vraiment surpris de voir avec quelle volonté ils étaient prêts à changer leurs pratiques agricoles. Donc c'était France-Espagne, ça marchait dans les deux pays, sauf qu'à la fin, on s'est heurté à de l'inflexibilité, je vais dire, des institutions françaises qui ont refusé de modifier légèrement leur façon de faire circuler l'argent européenne notamment. Donc, j'ai envie de dire, sous le soleil, rien de nouveau, quoi. Donc, le local, il existe, les volontés, elles existent. Il faut aussi que on parlait de solidarité, je pense qu'il y a aussi obligatoirement une nécessité de changement des organisations. Si les organisations s'adaptent pas, les individus vont pas faire le premier pas, quoi. Alors qu'ils sont prêts à faire le premier pas. Merci beaucoup. D'autres questions, remarques? J'ai oublié de vous demander, on se connaît presque tous, mais présentez-vous s'il vous plaît. Donc moi c'est Hervé Douville, Météo France, et j'ai deux remarques essentielles. L'une sur le fait que, à part un effort un peu désespéré de Christophe, le mot sobriété effectivement a peu été évoqué, et le mot résilience est très à la mode, et je me demande quand même si c'est pas le mot qui justement empêche le mot sobriété d'émerger. Si on fait un peu d'étymologie, résilience, ça vient plutôt de la physique, de la résistance des matériaux. C'est la capacité d'un matériel à résister à un choc. J'ai entendu l'expression résilience de l'eau, c'est marrant parce qu'au sens littéral, on dit, il y a une expression, donner un coup d'épée dans l'eau. Et en fait, la stratégie d'évitement est peu évoquée. Elle commence à émerger, par exemple, dans des thématiques comme la hausse du niveau de la mer, où on voit certaines municipalités commencer à se dire que non, il faut arrêter de mettre des digues, il faut se retirer. Et donc, je pense que tout ça dépend de la perception du danger, en fait, et du niveau de menace auquel on a affaire. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le terme résilience est perçu comme très positif, comme une vertu, mais en fait, c'est une propriété, et c'est in fine le résultat. On verra a posteriori si c'est un choix de vouloir résister ou pas. L'idée, en gros, c'est de savoir aussi à quoi l'on tient et pourquoi l'on tient. À quoi bon résister si c'est pour vivre finalement dans un monde qui n'est pour beaucoup de personnes plus supportable. Et la deuxième chose, je voudrais moduler un petit peu l'aspect variabilité interne, je l'ai moi-même évoqué. J'irai moins loin que Christophe dans le fait que si on oublie la variabilité, on rate sa cible. Il faut quand même avoir cette cible de long terme. Par contre, je suis d'accord avec Christophe sur le fait que la variabilité va pouvoir faire en sorte que ce niveau, par exemple, on a parlé de mur, ou cette crise qui va arriver plus ou moins vite, selon que cette variabilité anticipe ou retarde cet événement. Mais la variabilité interne, ce n'est pas une malchance, c'est une chance à nos latitudes. Parce que si on regarde les écosystèmes, par exemple, on voit que les écosystèmes les plus vulnérables, c'est par exemple les coraux, les massifs coralliens, parce qu'ils sont habitués à vivre dans un intervalle de température très restreint. Et donc, dès qu'on sort de cet intervalle, c'est fatal. Nous, on a cette chance d'avoir pas mal de variabilité de température. Par contre, sur l'eau, effectivement, on voit que les régions vulnérables sont les régions qui ne sont pas habituées à vivre, par exemple, des événements de forte sécheresse. C'est pour ça que les régions qui sont les plus exposées ne sont pas forcément les régions les plus vulnérables. Et donc, je pense qu'il y a cette réflexion à mener sur, effectivement, à quoi les sociétés sont habituées en termes de
variation climatique, et est-ce que l'on sort ou pas de cet intervalle-là? Florence. Merci à tous pour ces échanges. Moi, je voulais rebondir un petit peu sur la sobriété, qui a effectivement été peu évoquée. C'est pour donner une information. On a travaillé au sein du conseil scientifique Seine-Normandie sur un avis sobriété, et voilà, qui fait bien la différence justement entre efficacité et substitution, comme l'a dit Françoise. Je pense qu'il y a des éléments quand même intéressants. On a fait une revue de littérature qui est pas si exhaustive que ça, hein. Heureusement que le GIEC aborde ce sujet-là. Mais du coup, et en lien aussi avec ce qui vient d'être dit sur la variabilité, moi il me semble que dans le cadre du One Water, on a des choses à dire sur la sobriété. La sobriété, ça veut dire en gros, on ne consomme pas plus que nos besoins. Aujourd'hui, on consomme largement 2 fois nos besoins, rien que pour l'eau potable à peu près. Donc c'est beaucoup. Donc ça veut dire aussi que la sobriété, c'est un challenge, hein. Et effectivement, avoir un comportement hyper sobre des années extrêmement pluvieuses, ça va pas passer. Enfin, à quoi bon, quoi. Voilà, je pense que ça fait partie des difficultés qu'il faut qu'on accepte dans la sobriété. Les sobriétés, les années sèches, c'est clair. La sobriété, les années très humides, c'est pas très facile. Et donc, pour moi, ça s'associe à des priorités, quoi. Il y a des choses qu'on peut faire les années humides, il y a des choses qu'on ne peut pas faire les années humides. Et ces priorités-là, elles doivent être discutées collectivement. Il me semble que c'est vraiment un problème de gouvernance. Et je pense qu'on a vraiment des actions à faire là-dessus pour aider peut-être à mieux cadrer les priorités d'usage. Donc on en a parlé, hein. Il y a évidemment tout ce qui est sécurité, eau potable, mais l'eau potable, encore une fois, on peut faire des efforts. Et il y a la biodiversité. La biodiversité, c'est essentiel, on ne peut pas l'oublier, et je trouve qu'effectivement, c'est peut-être pas assez présent encore dans One Water. Voilà. Juste pour compléter, il me semble que la question des besoins est encore plus compliquée à définir. Quelle est la limite quel est le besoin qu'on a, sachant qu'il y a effectivement les besoins des milieux pour être en bon état, qui est la base du bon état des humains. Et comment définir le besoin de chaque individu, sachant que culturellement, émotionnellement, d'un point de vue éducatif, d'un point de vue bien-être, d'un point de vue traditionnel, d'origine, etc., eh ben ça va être complètement variable. Et donc, il y a aussi tout ce travail de prise en considération de ces variabilités, et qu'on ne peut pas avoir une norme de dire, bon, ben voilà, vous avez besoin de ça, parce qu'on définit ce besoin-là. À quoi il correspond, et il est modulable. Donc, c'est juste aussi pour introduire cette dimension humaine, en plus de la dimension des besoins des socio-écosystèmes qui auront besoin d'eau à un moment donné, à un autre moment, sur des quantités, des densités, des variabilités, etc., associées à un contexte global. Donc on ajoute à la complexité, mais je pense qu'il faut réussir à l'intégrer dans ces réflexions pour proposer des réponses qui soient les mieux adaptées et qui ne seront pas forcément les mêmes partout. D'où la complexité des choses. Moi, du coup, Jasmine Adem, hydraulicien. Moi, il y a 2 choses qui me restent à l'esprit par rapport à ces 2 jours. Il y a la première chose, c'est tout ce qui concerne tous ces polluants émergents qu'on a entendus, qui nécessitent du coup énormément d'analyse, de recherche sur les effets cocktails, sur l'impact, sur les valeurs maximales, par exemple, dans l'eau potable. En fait, toutes ces molécules-là, elles génèrent, en fait, elles alimentent une dynamique monétaire et d'activité. Et je me demandais si, du coup, la sobriété, elle pourrait pas aussi passer par, est-ce que la société est capable d'émettre moins de molécules? Donc, cette sobriété, ce serait un choix aussi des molécules mises sur le marché. Je ne dis pas que c'est simple, je dis juste que toutes ces molécules qui sont mises sur le marché, elles génèrent énormément d'activités, de chiffre d'affaires, de recherche, etc. Mais quelque part, c'est un système qui n'en finit pas. Et en termes de sobriété, il y a aussi la sobriété
sous forme de mise en abîme la sobriété des data dans le PC8, dans le PC6, dans la question de l'empreinte, etc. Nous, à l'ADEME, il y a tout ce travail sur le numérique frugal. Et la question est-ce que toutes ces datas dont on a dit qu'elles sont le terreau d'une recherche et qu'elles sont très importantes, elles-mêmes, elles consomment beaucoup d'eau, notamment de refroidissement dans les data centers, ou alors sur tout ce qui va être eau virtuelle pour l'eau nécessaire au serveur, au disque dur, etc. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de sobriété sur la consommation d'eau des data et donc un choix à faire? Enfin, ça doit être horrible à entendre, j'imagine, pour des chercheurs, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion à mener sur ce qui est vraiment pertinent de garder ou pas vis-à-vis de la consommation en eau des données qui sont là pour conserver l'eau et protéger l'eau, quoi. Alors, quelques éléments de réponse très rapidement. Effectivement, la sobriété, si on arrivait à être sobre en termes d'émissions, ça nous arrangerait bien en termes de résultats dans les milieux hydriques. Voilà, j'en dirai pas plus. Par rapport aux données, nous, le PC8, dans son architecture, par rapport à son traitement, par rapport au modèle, à cette férisation et tout ce qu'il y a derrière, on a introduit la sobriété, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire le mieux possible avec le moindre coût possible pour être le plus efficace possible. Et tout ça étant intégré dans la structuration de tous les champs d'application en fonction de tous les domaines. Et ça, c'est le PC8 qui l'impose, qu'il a rédigé et qu'il a imposé à tous les autres PC en termes d'activité vis-à-vis des data. Voilà. Et les actions avec les capteurs, tout. Voilà. D'autres éléments? Oui, je vais revenir un peu sur les aspects sobriété. Alors, très court. Au niveau européen, sur la stratégie, c'est compliqué parce que on n'est pas les seuls à réfléchir là-dessus et on n'est pas les seuls acteurs. Donc, on peut. C'est compliqué. Encore une fois, c'est une stratégie. C'est compliqué dans le contexte européen de parler de limitation d'eau pour tout le monde. Par contre, il faut mettre en place des plans et ça c'est les directives qui le mettent en place. Par rapport aux données, il faut être exemplaire, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit les données générées par les projets de recherche qui sont les plus gourmandes. Je sais pas pour les satellites et les données qu'on génère par satellite. Mais je pense qu'on a une sobriété à générer et à utiliser sur les flux autres que la donnée scientifique qui nous permet de comprendre comment fonctionne le monde avant de s'attaquer à ça. Mais je suis d'accord qu'il y a un problème. Voilà. Oui, il y a un effet d'exemplarité, mais il faudrait pas s'empêcher de voir des choses scientifiquement ou de donner des preuves scientifiques d'un certain nombre de choses parce que on s'est censuré sur la quantité de données que on veut générer. Mais ça, c'est un débat qui peut être très long. Non, si vous... En fait... Juste sur ce point-là, il y a le consortium Greenit qui justement préconise beaucoup de choses sur la mise en place des serveurs et la gestion des données pour avoir une donnée frugale. Et faisant partie du PC8, j'essaye de faire un pont sur ça et justement la frugalité des données. Merci, ça confirme ce que nous avons dit. Merci beaucoup.